beaucoup, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, bonjour. Voilà, donc j'ai effectivement le plaisir de vous présenter en une petite demi-heure, donc c'est assez court, la recherche que m'a confiée IWEPS au cours de l'année 2012 sur l'analyse des positions sur le marché du travail des personnes d'origine étrangère et étrangères en Wallonie. Bien, alors le plan de mon exposé se présente en trois parties. D'abord, donner quelques éléments de l'étude et de ses limites, puisque c'est une analyse statistique qui est basée sur des données de sécurité sociale, j'y reviendrai. Puis, j'aborderai la question des indicateurs de la discrimination, d'où est-ce que ça vient et ce que l'étude a essayé d'apporter au niveau de la production de ces indicateurs de la discrimination. Et enfin, je présenterai quelques résultats de l'étude en termes statistiques qui montrent effectivement la position plus difficile, disons, en fonction du sexe et de la nationalité des personnes en Wallonie et sur le marché du travail belge d'ailleurs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de présenter proprement le rapport, je voudrais revenir sur un certain nombre de constats que un des derniers rapports du BIT sur l'égalité au travail vient de mentionner. Alors d'abord, il mentionne que la discrimination revêt désormais des formes plus diverses. Donc, ça se complexifie pour essayer d'aborder, de détecter, d'identifier les processus de discrimination. Ça devient de plus en plus complexe parce que la discrimination est fondée sur des motifs multiples et ça devient davantage la règle que l'exception. Donc aujourd'hui, on parle effectivement de discrimination multiple. Il y a des tas de débats sur la question de savoir est-ce que ça se cumule, est-ce que c'est additionnel, etc. Il y a des débats théoriques très importants et très intéressants sur ces questions. On pourra y revenir si vous voulez dans le débat. Mais c'est trop compliqué de l'aborder dans l'exposé. Alors, deuxième constat du rapport du BIT, donc il fait un rapport au niveau des Nations Unies, hein, c'est une organisation des Nations Unies, donc il a fait des recherches, il a mené des recherches sur l'ensemble de ces États. La discrimination raciale associée à la discrimination de sexe demeure un défi. C'est précisément ce que les données que j'ai analysées avec mon collègue Pasquale Echenicola, c'est ce que nous allons justement montrer dans les statistiques. Alors, les populations d'origine africaine ou asiatique, les populations autochtones, c'est-à-dire les minorités comme au Canada ou en Amérique du Sud, et les minorités ethniques, et surtout les femmes au sein de ces populations, sont particulièrement concernées par les obstacles à l'accès au marché du travail. Donc ce sont des constats au niveau mondial. Troisième constat, la discrimination s'est aggravée avec la crise économique et les plans d'austérité, et ça c'est très important pour que le politique, puisque le politique est présent ici parmi nous. Les plans d'austérité ont parfois eu pour effet indirect et non intentionnel de renforcer la discrimination envers certains travailleurs. Donc, en des temps de crise, la discrimination directe ou indirecte accroît l'insécurité, les inégalités et les dangers d'exclusion. Dans un tel contexte, il est plus difficile de renforcer les politiques et la législation anti-discrimination. Le danger, évidemment, à travers ces plans d'austérité, c'est que les politiques publiques, les services publics soient, on le voit, c'est la tendance aujourd'hui, soient restreints, et donc ça a des effets très concrets sur les populations, notamment en termes de discrimination, de lutte contre la discrimination. Donc c'est une alerte très importante qui est ici déclenchée par le Bureau international du travail, et qui montre que le phénomène est véritablement international. Ça touche l'ensemble de la planète. Alors, sur l'étude proprement dite de la discrimination, donc le titre à l'origine c'était « La discrimination des immigrés et des personnes d'origine étrangère en Belgique et en Wallonie ».
Donc, vous savez que le rapport est disponible sur le site de l'IWEPS. Et ce rapport est organisé en 3 parties. Une première partie que nous avons estimée vraiment essentielle, c'est-à-dire de réfléchir un petit peu à toute la terminologie qui est utilisée pour désigner les populations d'origine immigrée. Vous savez qu'il y a des termes extrêmement variés, issus de l'immigration, personnes d'origine étrangère, étrangers, etc. Aujourd'hui, on ne s'en sort plus, on ne sait plus comment qualifier ces populations, puisqu'elles se sont diversifiées. Des générations sont nées sur le territoire, on est désormais à la 4e, 5e génération, selon les nationalités, selon les histoires migratoires. Ici, l'enjeu, il est très important parce que la catégorisation des groupes sociaux a des effets tout à fait concrets, notamment en matière statistique, mais également en matière de politique publique. Donc, ce n'est pas innocent, ce n'est pas en détail d'utiliser telle catégorie plutôt qu'une autre. C'est une vraie question de fond qu'on n'abordera pas ici parce que c'est trop complexe, mais c'est extrêmement important de pouvoir à la fois bien identifier les catégories auxquelles on a affaire et voire même dans un processus même plus démocratique, puisque les Canadiens l'utilisent, c'est comment est-ce que ces populations-là, qui sont venues d'ailleurs, comment est-ce qu'elles souhaitent être identifiées. On est plutôt dans le débat sur l'auto-identification des populations qui ont une origine étrangère. Voilà, donc c'est un débat assez complexe, mais c'est un débat quand même relativement important. Deuxième partie du rapport, il fait état de la littérature sur l'insertion professionnelle des étrangers, des personnes d'origine étrangère en Belgique. Ça fait à peu près 20 ans, grosso modo, qu'en Belgique et dans les régions, des études ont été développées pour essayer d'analyser les processus d'insertion. Et ça a commencé d'abord avec les jeunes. Vous vous rappelez, les années 70-80, la crise économique, la difficulté des jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Donc le politique s'est soucié un petit peu de comprendre quelles sont les difficultés de ces jeunes à s'insérer sur le marché du travail. Alors, j'ai mis en gros les études les plus importantes. Celle qui a été l'étude en fait la plus déterminante, c'est l'étude du BIT. L'étude du BIT, je pourrais dire, et je pourrais la comparer, et surtout l'impact de l'étude du BIT, donc, qui a initié une étude au niveau de plusieurs pays dans le monde sur la discrimination à l'embauche. C'était aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, et en Belgique, puis en France. Et cette étude a été disons, un moment déterminant dans la prise de conscience de la Belgique et des autorités politiques belges de cette question qui était, disons, cruciale, déterminante, importante pour l'intégration des populations d'origine étrangère. On est plus de 10 ans après la politique d'intégration qui a été développée par le Commissariat royal à la politique des immigrés, et on sait que ces personnes ne vont plus retourner dans leur pays d'origine, elles s'installent, les générations s'installent, mais on constate qu'il y a une difficulté plus importante de s'insérer sur le marché du travail, d'obtenir un emploi. Je compare, si vous voulez, cette prise de conscience des autorités publiques belges à l'égard de la discrimination des populations d'origine étrangère, je le compare à la prise de conscience au XIXe siècle de l'État qui décide que la pauvreté doit être prise en considération par l'État, que l'État ne peut plus laisser à l'initiative privée, religieuse, philanthropique, la question de la pauvreté, mais que l'État a une responsabilité à prendre en charge cette question de la pauvreté. Et donc, à partir de là, c'est ça qui est déterminant, c'est que l'État va non seulement se saisir de la question, mais financer des recherches, prendre des mesures politiques pour essayer de
résoudre la question qui est posée par la discrimination à l'embauche et qui est une question extrêmement importante. Voilà, donc ces études vont utiliser des méthodes, des échantillons extrêmement diverses, mais grosso modo, on peut dire que ce qui revient de manière systématique, c'est la hiérarchisation et la ségrégation du marché du travail. Donc, selon la nationalité ou l'origine, sont des facteurs d'hiérarchisation et de ségrégation sur le marché du travail. C'est-à-dire que, selon votre nationalité ou votre origine, vous n'allez pas occuper les mêmes emplois, les mêmes positions sur le marché du travail. C'est un constat général, et c'est un constat valable non seulement pour la Belgique, mais aussi pour l'ensemble des pays européens. Donc, et même ailleurs, au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, on observe des phénomènes tout à fait similaires. Alors, mon dernier élément que présente le rapport, ce sont les indicateurs européens de la discrimination. Alors, qu'est-ce que c'est que ces indicateurs européens de la discrimination? Ce sont en fait les indicateurs que la Commission européenne propose aux États de l'Union pour évaluer les politiques d'emploi, notamment, qui sont mises en place au niveau national. Alors, la Commission, on peut évidemment, et je pense même à juste titre, la critiquer sur toute une série de décisions qu'elle prend, notamment ses orientations néolibérales. Il y a juste une chose sur laquelle on peut souligner l'effet positif de la Commission, c'est son action dans la lutte contre la discrimination. C'est à partir de 2000, lorsque la directive RACE, ce qu'on appelle la directive RACE anti-discrimination, a été promulguée, que les mesures, que le combat contre la discrimination a pris une certaine tournure, voire s'est accéléré dans un tas de pays, même si en Belgique on était, à partir justement du rapport de 1997 du BIT, relativement sensibilisé à la question. Alors, ce que fait la Commission, c'est non seulement elle édicte une directive, mais en plus, elle met en place un programme d'action, elle va susciter une série d'actions, d'activités qu'elle va financer pour créer une dynamique au niveau des nations, mais en plus, elle va se rendre compte que, évidemment, tout ça est insuffisant. Vous voyez l'extrait, il est apparu très clairement qu'un simple décompte des plaintes et procédures juridiques ne suffit pas à évaluer l'efficacité de la législation politique. Pour traduire efficacement la législation en politique active, les discriminations affectant certains groupes doivent être attestées afin de cibler les interventions afférentes, d'évaluer l'efficacité des politiques publiques adaptées et de les améliorer. Donc, si vous voulez, la Commission, de ce point de vue-là, elle est en fait très influencée par la logique anglo-saxonne, qui est une logique pragmatique. C'est-à-dire, elle dit, il ne suffit pas d'avoir des valeurs, ou des principes, l'égalité, il ne suffit pas d'avoir des principes juridiques, il faut aussi que tous ces principes soient efficaces, concrets, s'inscrivent dans la réalité. Donc, c'est un petit peu ce qui est par exemple reproché à la France, qui a des beaux principes d'égalité, mais son principe d'égalité reste un principe d'égalité formelle. Dans la pratique, on constate au contraire qu'il y a une persistance, voire une aggravation des inégalités de manière concrète sur le terrain. Donc ici, l'impulsion de la Commission, c'est de dire aux États, bien sûr, il faut mettre des politiques, des mesures en œuvre, mais aussi il faut les évaluer. Et il faut, pour ce faire, mettre au point à la fois des concepts, une méthodologie donc, qui ont été produites en 2008, et l'objectif étant à la fois de mesurer les effets des politiques et de proposer des mesures correctives pour traiter des questions de discrimination qui touchent en particulier certains groupes. Et on sait que depuis, la lutte contre la discrimination s'est élargie à d'autres catégories, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion, etc., etc. Donc il y a un nombre d'indicateurs, en tout cas de variables très importantes qui se sont développées. Alors,
c'est en même temps important et c'est en même temps un défi, hein, cette multiplicité des variables, parce que le défi, c'est précisément de savoir comment est-ce qu'on aborde la question de la discrimination à travers ces différentes variables. Si vous voulez, une des tendances est de dire, eh bien, il y a des variables qui sont plus importantes que d'autres. Par exemple, on va dire que la discrimination de sexe, elle est plus grave que la discrimination liée à l'origine, ou liée au handicap, ou liée à l'orientation sexuelle. Donc là, évidemment, c'est un piège, voire c'est un danger. C'est un danger parce que, du coup, et comme le dit très bien le rapport du BIT, la discrimination aujourd'hui, elle est multiple. Elle se combine avec plusieurs éléments, donc on ne peut pas isoler une variable pour essayer d'analyser la question de la discrimination. C'est un phénomène complexe, multiple, ce qu'on appelle un phénomène intersectionnel, c'est-à-dire sont plusieurs variables en même temps qui affectent de manière concrète les individus dans leur vie au quotidien. C'est un défi aussi pour les chercheurs parce qu'il faut essayer de démontrer comment tout ça fonctionne. Et ces indicateurs-là, me semble-t-il, permettent, et en particulier l'analyse des statistiques, permettent, me semble-t-il, de montrer que ce ne sont pas les caractéristiques individuelles qui sont la cause des discriminations, que c'est plutôt un certain fonctionnement des institutions qui sont le produit des inégalités, en fait, des inégalités et des discriminations. Si vous voulez, ça permet, au lieu de se focaliser sur des caractéristiques individuelles, hein, et de chaque fois lier l'état d'inégalité ou le processus de discrimination aux personnes et à leurs caractéristiques, c'est plutôt de montrer qu'il y a un système institutionnel, social, qui est à l'origine de ces phénomènes de discrimination, de sélection, voire de marginalisation, pire, voire d'exclusion. Voilà, alors il y a ces indicateurs, nous les avons testés, parce qu'en fonction évidemment de l'état, de l'outil statistique de chacun des pays, l'idée de la Commission, c'est précisément d'essayer d'améliorer partout dans les États de l'Union l'outil statistique pour approcher au mieux le phénomène de la discrimination. Alors, vous avez ce qu'on appelle donc les indicateurs de discrimination, qu'on appelle aussi les indicateurs d'attestation des inégalités. Alors peut-être ici, il faut faire une nuance entre les inégalités et la discrimination. Les inégalités, c'est une conséquence, c'est un état. La discrimination, c'est un acte, c'est le résultat d'un acte. Comme le dit très bien Véronique de Ruder, c'est du racisme en acte ou du sexisme en acte. C'est-à-dire que vous avez une certaine vision, et Anselm va nous en parler longuement sur la manière dont se représentent les groupes sociaux, et ça c'est au niveau des idées, de la représentation sociale, mais ces représentations sociales peuvent rester à un niveau idéologique, si vous voulez, ou s'inscrire dans des attitudes et dans des comportements. Et la discrimination est un comportement. C'est-à-dire que c'est une conséquence de ce que vous pensez, de la manière dont on se représente les groupes sociaux, et donc ça a des conséquences concrètes sur la vie des personnes, sur la position des personnes. Donc parfois il y a une confusion entre les deux, mais en fait ça se recoupe de manière très nette, mais si vous voulez, l'inégalité n'est pas nécessairement une conséquence de la discrimination. Donc les discriminations créent évidemment toute une série d'inégalités, mais les inégalités ne sont pas nécessairement la conséquence d'une discrimination qui est intentionnelle, qui est nécessairement voulue. Donc les inégalités sont le fait aussi du fonctionnement de systèmes, d'institutions, par exemple la loi, ou un certain nombre de règles qui sont édictées par les institutions, et on se rend compte à un certain moment que ça crée des inégalités entre les hommes et les femmes, par exemple. Alors, parmi ces indicateurs, il y a
les indicateurs globaux du marché du travail, donc ce qu'on appelle les taux d'activité, d'emploi et de chômage, qui permettent précisément de faire des comparaisons internationales entre les différents pays. Puis, il y a les indicateurs de difficulté d'accès à l'emploi, notamment le chômage de longue durée, le chômage et le chômage de longue durée. Donc, est-ce que les groupes sociaux qu'on analyse ont des facilités ou pas de rentrer sur le marché du travail? Donc, je vais devoir accélérer. Alors, les indicateurs de précarité de l'emploi et des conditions de travail. Quel est le raisonnement? Je ne veux plus rentrer dans le détail de ces indicateurs. Vous les voyez sur le PowerPoint. On raisonne en se disant... pour être intégré dans la société, il faut un emploi, mais il faut un emploi de qualité. Donc un contrat à durée indéterminée, avec un salaire, disons, dans une certaine moyenne, avec des conditions, avec des bonnes conditions de travail. Si vous voulez, il y a une hiérarchie dans les types d'emplois qui se présentent sur le marché du travail. Donc, à partir, si vous voulez, de cet emploi idéal, stable, bien payé, avec de bonnes conditions de travail, on va déterminer tout ce qui est de l'ordre de la précarité, des mauvaises conditions de travail. Donc, si vous voulez, c'est un peu ça le schéma. Et on va comparer donc, les situations des individus sur le marché du travail en fonction de cette situation la plus stable, la plus confortable. Alors, les données reposent sur les données de la sécurité sociale. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, on peut en discuter tout à l'heure. Et les données reposent sur le dernier trimestre de 2007. Ça, je dois quand même dire un mot pourquoi j'ai choisi 2007. En fait, nous avons fait le même exercice pour l'ensemble de la Belgique, pour le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre la discrimination. Et c'est une année repère, charnière. On a bien fait de le faire en 2007, puisque c'était avant la crise économique. Donc, pour la Wallonie, nous avons voulu faire le même exercice pour avoir le même repère. C'est ce qui nous a permis de, à la fois, comparer les régions, mais aussi la situation à un niveau plus large de la Belgique. Donc, une des pistes, par exemple, de recherche qui pourrait se faire dans le futur, c'est de voir, entre 2007 et 2010, ou 2011 ou 2012, ce qui s'est passé, puisque la crise économique nous a touchés en Belgique entre 2008 et 2009 environ. Alors, ce que ne contiennent pas... Alors, à l'origine, on voulait faire une recherche à partir de la nationalité d'origine aussi, mais nous n'avons pas eu accès encore à cette donnée. C'est une base qui est évolutive, donc on va avoir dans le futur des données de plus en plus précises. Nous n'avons pas non plus le diplôme, donc les données se basent essentiellement sur la nationalité. Nous n'avons pas le diplôme, alors on sait que c'est un élément quand même très important de différenciation des parcours professionnels. Alors, dans l'idéal, il serait, me semble-t-il, beaucoup plus intéressant d'avoir un indicateur de l'origine sociale plutôt que de la nationalité ou l'origine, parce que on sait bien que, si vous voulez, que c'est généralement l'origine sociale qui est déterminante, et ce qu'on constate, c'est que ça se couple généralement avec la nationalité ou une origine, parce qu'on sait que statistiquement, l'origine sociale des migrants et de leurs familles sont plutôt des origines plutôt défavorisées. Alors, dernier élément, c'est que la statistique n'est pas un élément explicatif des situations, elle est juste un indicateur à un moment donné d'une situation des groupes sociaux. Donc, c'est évidemment totalement insuffisant. Il faut, me semble-t-il, pour bien connaître les réalités concrètes que l'on observe, il faut véritablement alors développer d'autres méthodes de recherche pour pouvoir mieux appréhender les réalités sociales. Alors, je vais peut-être juste évoquer les taux d'activité, d'emploi et de chômage. Pour le reste, vous aurez le PowerPoint. Donc on voit ici la nationalité, le sexe. L'écart, c'est l'écart entre... c'est les points de pourcentage d'écart entre les hommes et les femmes. Et on voit que cet écart est généralement défavorable aux femmes. Et plus particulièrement, on voit que cet écart est plus net dans le groupe des femmes turques et marocaines.
si on voit si on observe le taux d'emploi, c'est la même chose. Donc on voit également que tous les groupes de femmes sont touchés, donc sont dans des situations, des taux d'emploi défavorables aux femmes en général, mais les groupes comme l'Europe du Sud, donc l'Europe du Sud c'est l'Italie, l'Espagne, la Grèce et le Portugal, mais aussi la Turquie et le Maroc, sont les groupes qui ont les écarts les plus défavorables aux femmes. Et enfin, le taux de chômage, donc c'est l'inverse, les taux de chômage plus importants pour les femmes, excepté dans le groupe des Marocains. Mais bon, c'est un écart extrêmement faible. On voit néanmoins que les taux de chômage sont extrêmement importants. Donc, si on prend le groupe des femmes turques, c'est une femme sur deux. Et l'écart avec les hommes est de 21,5, moins de pourcentage. Ce ne sont pas les pourcentages. Alors, ouais, sur la durée du chômage, le chômage de longue durée, donc on voit grosso modo que il y a une différenciation très nette entre le groupe Belgique et tous les groupes, les autres groupes de nationalité. Donc on voit aussi qu'il y a des différenciations par région. Malheureusement, j'ai plus le temps de rentrer dans le détail, mais en gros, c'est ça la différenciation. Les femmes et les personnes étrangères sont dans des situations les moins favorables. Alors on a pris aussi cet indicateur du temps partiel, donc on voit qu'ils sont majoritairement occupés par des femmes, et ce qui est surprenant, c'est que les hommes étrangers ont des taux très importants d'occupation du temps partiel inférieur à 45%. Alors l'emploi occasionnel et intérimaire, donc ce sont tous les emplois tels que donc des contrats à durée déterminée, des contrats, le travail saisonnier, etc. Et on voit même chose que ce sont les groupes étrangers, hommes et femmes, qui occupent le plus ce type d'emploi parmi les salariés. Bon, alors je dois arrêter. Donc sur le secteur d'activité, en gros, c'est que les secteurs, les emplois qui sont occupés par les étrangers sont des secteurs vraiment spécifiques, comme le nettoyage, comme le nettoyage industriel, comme le service de l'intérim, etc. Alors que dans le groupe, par exemple, des hommes et des femmes belges, les secteurs, par exemple, de l'emploi public sont plus présents, et le nombre de secteurs d'emploi sont plus diversifiés. Donc il y a une concentration dans les emplois étrangers, il y a une concentration des étrangers dans certains emplois, dans certains secteurs, la construction pour les hommes, le transport, le nettoyage industriel, l'ORECA, et donc concentration dans certains secteurs, et certains secteurs typiques, alors que parmi la population belge, c'est beaucoup plus diversifié, et évidemment le secteur public qui est un secteur où l'emploi est de meilleure qualité, plus stable, etc., même si ça change, on voit qu'il est très peu occupé par les personnes étrangères. Voilà, je vous remercie.